Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Signature d'un nouvel accord de paix entre les autorités sénégalaises et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC. Ceux-ci se sont engagés à déposer les armes et à travailler sur le retour définitif à la paix dans cette région. Analyse de cette entente à suivre dans cette édition. Vers un renforcement de l'intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest, le Mali et la Guinée se sont récemment accordés sur un projet commun de chemin de fer, un corridor entre les deux pays. Le but, fluidifier et faciliter les échanges de biens, de services et de personnes. Et le mercato des patrons de la finance camerounaise, le directeur général Alphonse Nafak a passé le témoin à Célestin Guelassimo à la tête de l'Afriland First Bank. Nous reviendrons ensemble sur la cérémonie de passation de service. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le député national et désormais opposant au régime présidentiel, Jean-Marc Kabound, a été arrêté ce mardi 9 août après sa deuxième audition par le procureur général. Il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et acheminé à la prison centrale de Makala sans que la levée de ses immunités parlementaires soit effective. Rappelons que l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et ex-secrétaire général du parti au pouvoir, UDPS, est poursuivi pour avoir tenu des propos portant atteinte à l'honneur des institutions publiques et à la dignité du chef de l'État au cours d'un point de presse sur la création de son parti politique, Alliance pour le changement, en juillet dernier. Il avait alors décrit le président Félix Tshisekedi comme, je cite, « danger au sommet de l'État ». Fin de citation. Également dans l'actualité, le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien ministre du Plan, Tidjane Thiam, fait du bruit après 20 ans d'absence. L'ancien directeur général de Crédit Suisse a été reçu en audience ce lundi 8 août à Abidjan par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Aucun détail n'a filtré sur cette entrevue d'environ 1 heure, mais certains observateurs prêtent des ambitions politiques à celui qui occupe le poste d'envoyé spécial de l'Union africaine pour mobiliser le soutien international au plan de riposte anti-Covid sur le continent depuis 2020. Un flou que Tidjane Thiam entretient depuis des mois. Elle a le statut de région historique. La Casamance représente 1/7 de la superficie totale du Sénégal. Elle est aussi le théâtre d'une rébellion armée qui lutte pour l'indépendance de la zone depuis 1982. Mais ce conflit devrait appartenir au passé puisque le 4 août, un nouvel accord de paix a été signé en Guinée-Bissau par les autorités sénégalaises et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC. Les explications de Cheikh Omar Kamara. Le gouvernement sénégalais a signé le 4 août à Bissau un accord de paix avec des rebelles de Casamance qui se sont engagés à déposer les armes et à œuvrer pour le retour définitif de la paix dans cette région, théâtre d'une des plus vieilles rébellions africaines en activité. Le chef rebelle César Atoute Badiat, à la tête d'une unité du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, et un émissaire du président sénégalais Macky Sall ont signé cet accord à la présidence de la République bissau-guinéenne. L'accord de paix signé entre le Sénégal et une partie du MFDC est une bonne chose. Et effectivement, depuis 40 ans que dure ce conflit qui est en train de se transformer beaucoup plus en du grand banditisme qu'autre chose, avec des intérêts qui n'ont plus rien à voir avec ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire l'indépendance de la Casamance, je pense que c'est un bon pas en avant. Certes, il y en a eu beaucoup par le passé. Il faut être positif par rapport à ces accords-là parce qu'il y en a bien un qui va fonctionner. La signature de l'accord de paix entre l'État sénégalais et des rebelles de Casamance en Guinée-Bissau voisine est un pas important pour la fin du conflit dans cette région du sud du Sénégal, même si le document intitulé « Accord de dépôt des armes » reste pour l'heure confidentiel, car les discussions doivent se poursuivre encore avec d'autres factions du mouvement. Pourquoi le contenu de l'accord n'a pas été dévoilé? Déjà parce que, de mon point de vue, d'autres négociations sont en cours avec d'autres partie du MFDC et donc dévoiler le contenu de l'accord peut mettre à mal
les prochaines négociations. Lancé le 26 décembre 1982, lorsque des militants du MFDC avaient tenté de remplacer le drapeau sénégalais qui flottait à la gouvernance à Ziguinchor par un drapeau blanc. Le conflit en Casamance a jusqu'ici causé plusieurs milliers de morts et de déplacés. Ce nouvel accord répond aux aspirations du président Macky Sall qui a toujours plaidé pour une paix définitive dans cette région. Il traduit également la dynamique du leadership du président Embalo qui s'active à marquer son passage au sein de la CEDEAO. La séance de travail du 6 août dernier entre une délégation ministérielle guinéenne et la ministre malienne des Transports et des Infrastructures a porté ses fruits. Le Mali et la Guinée se sont accordés sur un projet de chemin de fer reliant les deux pays. L'approvisionnement du Mali en carburant ainsi que l'harmonisation des contrôles au niveau des postes de sécurité font également partie de cet accord. Plus de détails avec Joël Ballot. Pour parvenir à une véritable intégration économique, le Mali et la Guinée projettent la construction commune d'un chemin de fer. Cette résolution est issue d'une séance de travail entre les deux parties le 6 août 2022, dont les questions ont porté sur la mise en place des comités de facilitation nationaux de transport. Beaucoup de décisions ont été prises concernant un projet de chemin de fer, l'approvisionnement du Mali en carburant, mais aussi les tracasseries au niveau des postes de sécurité. Ces décisions vont être relayées au niveau de nos organisations professionnelles pour que quand le trafic va être relancé comme il faut, il n'y ait pas de difficultés et la fluidité puisse être une réalité sur ce corridor. Pour diversifier les échanges entre le Mali et la Guinée, les deux nations vont accélérer la fluidité au niveau des opérations douanières. Aussi, les deux pays ont décidé de matérialiser certains projets liés aux infrastructures routières et ferroviaires en vue d'augmenter les volumes commerciaux de la Guinée et du Mali en faveur de la libre circulation des personnes et des biens. La construction d'un chemin de fer entre le Mali et la Guinée va être quelque chose de vraiment crucial et bénéfique pour les deux pays. Non seulement pour la Guinée, cela va permettre aussi de renforcer ses liens avec le Mali. Et pour le Mali, le fait de pouvoir disposer d'un transport ferroviaire va permettre non seulement d'acheminer les produits, mais aussi de pouvoir livrer un carburant. Donc je pense que l'idée aussi d'harmoniser la loi et surtout la sécurité au niveau des frontières va permettre de redynamiser les échanges entre les deux pays. Le rapprochement entre les deux pays s'est renforcé en janvier 2022 après l'embargo économique imposé par la CEDEAO à l'encontre du Mali que la Guinée avait refusé d'appliquer. Pour rappel, le Mali et la Guinée conduisent une transition suite au coup d'État contre les présidents Ibrahim Boubacar Keïta le 20 août 2020 et le président Alpha Condé le 5 septembre 2021. Sa nomination était connue depuis le 15 décembre 2021, mais sa prise de fonction est effective depuis le 28 juillet dernier. Au Cameroun, Célestin Guela-Simo a pris les rênes de l'institution financière Afriland First Bank. Il succède à Alphonse Nafak, qui a assumé la fonction depuis 2012. Le point sur ce changement avec Roberto Bogbe. Directeur général d'Afriland First Bank pendant 10 ans, Alphonse Nafak a cédé son poste au cours d'une cérémonie officielle organisée le 28 juillet dernier à l'immeuble siège à Yaoundé, en présence du président du conseil d'administration de la banque, Jean-Paulin Fonkwa-Kake. Le nouveau directeur général, Célestin Guela-Simo, a reçu pour mission de maintenir la place de leader acquise par Afriland First Bank depuis 10 ans, de poursuivre l'innovation dans tous les pôles d'activité et de développer la marque au sein de la sous-région Afrique centrale. La position de leader acquise par Afriland First Bank depuis une décennie est due à un travail d'innovation permanent. Il nous incombe de poursuivre l'innovation dans tous les pôles d'activité et de développer la mesure au sein de la sous-région. Le conseil d'administration vous accorde toute sa confiance et croit en votre capacité à accomplir ces défis. Le nouveau directeur général d'Afriland First Bank totalise 22 ans au sein de l'institution financière où il a gravi divers échelons, de chef de division projet à directeur central de l'exploitation, en passant par les fonctions de chef de département finance des entreprises et directeur de risque. Selon la biographie officielle partagée par Afriland First Bank, Célestin Guela-Simo est titulaire de 2 MBA obtenus en France, d'un diplôme d'ingénieur architecte de l'Université de Liège en Belgique et d'un master en droit, économie, gestion, mention management et administration des entreprises obtenu à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
tout le délai qu'on a donné à l'administrateur directeur général sortant pour pouvoir transmettre le relais à ce nouveau venu, le directeur général, à mon sens, c'est un délai assez suffisant pour lui permettre donc de s'imprégner d'abord des dossiers parmi les plus prioritaires, ensuite les plus urgents et enfin les plus sensibles, au point que une fois qu'on va lui donner les rênes de l'entreprise à la fin de ce mois ou bien dans ces jours-ci, il sera assez difficile pour lui de pouvoir se tromper. Afriland First Bank est une entité d'Afriland First Group, holding de l'homme d'affaires camerounais Paul Fokam Kamoye. La banque revendique, au 31 décembre 2021, des crédits à la clientèle de l'ordre de 889 milliards de francs CFA, des dépôts de 1274 milliards de francs CFA et 434 milliards de francs CFA de financement aux États et institutions sous-régionales via des bons au trésor et des titres obligataires. La République du Congo célébrera ses 62 ans d'indépendance le 15 août prochain, à l'occasion de revenir sur le défi majeur auquel est confronté le pays, à savoir la diversification de son économie dépendante du pétrole. L'or noir représente plus d'un tiers du produit intérieur brut congolais. Cependant, les autorités entendent changer la donne en misant sur les atouts naturels et sur la jeunesse dans le programme national de développement 2022-2026. Les précisions de Mildred Diamou. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, la République du Congo s'efforce d'accélérer sa diversification économique en vue de garantir un développement durable. Les autorités misent sur l'industrie, le pétrole, l'agriculture, les mines, la pêche et l'élevage, l'énergie, l'eau, la santé, les infrastructures et les TIC, quelques secteurs prioritaires dont le programme national de développement 2022-2026 pour parvenir à une diversification économique durable. Nous venons d'adopter le plan 2022-2026. Le problème de l'agriculture est au centre de ce plan. Et les dirigeants s'orientent dans cette direction-là, qui est effectivement la base du développement de l'Afrique, développement de l'agriculture et de l'agro-industrie en Afrique. Je crois que nous avons espoir. Le Congo vise une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive. L'économie du pays dépend fortement des hydrocarbures. Le pétrole représente 60% du produit intérieur brut, 70% des recettes budgétaires et 90% des exportations, d'après les données du gouvernement. Le pays veut réduire sa dépendance du tout pétrole à travers le projet d'appui institutionnel pour l'amélioration du climat des affaires et la diversification économique. Au cours de ces 5 prochaines années, nous allons mobiliser des ressources importantes qui seront affectées au développement agricole. Nous avons déjà commencé cette année et nous pensons que nous atteindrons cet objectif-là. La République du Congo dépend des importations estimant environ 600 milliards de francs CFA par an. Avec un énorme potentiel agricole, le Congo, qui dispose de plus de 10 millions d'hectares de terres arables, peut développer une grande variété de richesses, de cultures équatoriales et tropicales, un atout pour asseoir véritablement la diversification de son économie et l'émergence fixée à l'horizon 2025. Coup de sifflet final sur l'imbroglio autour du nouveau sélectionneur des léopards de la République démocratique du Congo. Les bruits de couloir se sont confirmés. Sébastien Desabre quitte le club français Niort pour diriger la sélection congolaise. Sa mission, qualifier les léopards pour la CAN 2023. Rappelons que dans cette phase qualificative, les Congolais ont été défaits lors des 2 premières journées et 4 matchs sont à venir. Un sujet de Roberto Bobbe. Remettre les léopards de la République démocratique du Congo sur le chemin de la victoire. La mission de Sébastien Desabre est bien définie et compte comme chantier immédiat la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Un challenge car l'équipe n'a pas pu participer à l'expédition intercamerounaise. L'envie d'un nouveau sacre peine à être assouvie pour les fans de foot congolais.
Depuis 1974, les Léopards n'ont plus remporté la Coupe d'Afrique des Nations. 2026 doit être la bonne et ceci doit passer par la touche Sébastien Desabre. C'est un entraîneur qui connaît très bien l'Afrique, qui se sent très à l'aise en Afrique et je crois que la RDC va lui permettre une fois de réaliser ce nouveau challenge parce que c'est un entraîneur très courageux qui base sa philosophie sur la prise de risque, sur la possession de balles et sur l'agressivité. Il va pouvoir mettre cette expérience à contribution pour faire émerger la RDC à condition qu'il soit bien entouré sur place, à condition également qu'il soit mis à l'écart des querelles intestines qui existent très souvent entre le ministère des Sports et de la Fédération congolaise de football. 9 clubs africains et une sélection nationale, l'Ouganda en 2019. Telle est l'expérience africaine de Sébastien Desabre, le nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo. C'est en France qu'il commence sa carrière en 2006 où il prend les rênes de l'ES Le Carnet-Rocheville, un club français aujourd'hui en National 3. Son expérience sur le continent débute en 2010 en Côte d'Ivoire, puis se renforce au banc de touche de plusieurs autres clubs dont le Coton Sport de Garoua, Pyramide FC en Égypte. Les Léopards de la RDC, dans le cadre des qualifications de la CAN de 2023, ont déjà subi 2 défaites successives. Donc, il vient challenger justement, essayer de remporter d'abord le premier match. Heureusement qu'il a du temps, puisque les éliminatoires, les 3e et 4e journées éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de Côte d'Ivoire ont été reportées au mois de mars 2023. Qui fait son 10e match. Sébastien Desabre devra réussir ou a échoué son prédécesseur Hector Cooper. L'Argentin a été limogé le 10 juin 2022 par le ministère des Sports. La défaite de la République démocratique du Congo face au Soudan 2-1 fut la goutte d'eau de trop après avoir perdu la qualification à la prochaine Coupe du Monde au Qatar. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.